Oliver Twist, chapitre 8. Oliver est emmené dans une expédition qui n'augure rien de bon, mais qui finit par tourner bien pour lui. Quand Oliver s'éveilla le lendemain matin, Fagin lui dit que le soir même, on viendrait le chercher pour le conduire chez M. Bill Sachs. Pour y rester, monsieur » demanda-t-il avec angoisse. « Y rester » répondit Fagin. « Non, tu nous reviendras, hein. Je n'aurai pas la cruauté de te renvoyer, mon cher. Pour ça, non. » Le vieillard eut un petit rire montrant qu'il savait parfaitement qu'Oliver souhaitait une seule chose, être renvoyé. Puis, jusqu'à ce que la nuit tombe, Fagin ne lui parla plus. Oliver s'imagina qu'on l'envoyait chez Sykes pour y effectuer quelques menues corvées. Aussi finit-il par se rassurer. Ayant l'habitude des rebuffades, sa situation ne serait ni meilleure ni pire là-bas que chez Fagin. En fait, tout changement était bon à prendre. Sa journée se passa comme la veille, dans l'ennui. Puis la nuit tomba. Fagin était sorti. Oliver était seul quand la porte s'ouvrit. « Nancy !» s'exclama-t-il. « C'est vous ?»« Oui, je viens de la part de Bill. Je t'emmène chez lui. » Sentant qu'elle était bien disposée à son égard, Oliver songea un instant à faire appel à elle pour qu'elle l'aide à se tirer de sa pénible situation. Puis il se dit qu'il y aurait du monde dans les rues et que cette fois-ci, il trouverait peut-être quelqu'un qui le croirait. Mais ses intentions n'échappèrent pas à la jeune fille. « Écoute-moi, Oliver, dit-elle, n'essaie pas de te sauver. On te surveille de trop près. Si tu dois t'évader, ce ne sera pas cette fois. » Oliver la regarda. Elle disait la vérité. Elle enchaîna. « Si je pouvais t'aider, je le ferais. Mais pour le moment, je peux rien. Seulement, si l'occasion se présente, je le ferai. Allez, viens. » Oliver mit la main dans la sienne. Elle grimpa l'escalier. La porte fut ouverte par quelqu'un qui patientait dans l'ombre. Un fiacre les attendait. Le cocher ne demanda pas où ils allaient. Bientôt, ils furent à la maison en ruine où Fagin s'était rendu la veille. « À la bonne heure, vous voici !» s'exclama Sykes quand ils entrèrent. « Le môme s'est tenu peinard, au moins. »« Comme un agneau !»« J'en suis heureux, » dit Sykes en regardant Oliver férocement. « Et tant qu'à faire, il y a une chose qui vaut mieux que tu piges illico. » Sykes prit un pistolet de poche qui était posé sur la table. « Tu sais ce que c'est, ça ?» demanda-t-il. Oliver répondit par l'affirmatif. « Les charger !» dit le voleur en approchant le canon de la tempe d'Oliver, au point de le toucher. « Si tu lâches un seul mot avant que je t'ai causé, t'auras la balle dans la tête, et sans prévenir. T'as pigé ?» Claquant des dents, Oliver fit oui de la tête. Puis Sachs l'envoya se coucher. Rongé par l'inquiétude, il fut long à trouver le sommeil, mais finit par s'endormir. À 5 heures, Sykes se réveilla. « Grouille-toi, morpion, faut partir de suite. » La théière était sur la table. Oliver fit un semblant de toilette pendant que Sykes rangeait divers objets dans les poches de son grand manteau. Nancy noua un foulard autour du cou d'Oliver. Sykes lui jeta sur les épaules une capuche de toile grossière, puis le prit par la main en lui montrant que le pistolet était bien dans la poche de son gilet. C'est un gris petit matin de pluie qu'ils trouvèrent dans la rue. Le vent soufflait. Il avait beaucoup plu pendant la nuit. De grandes flaques couvraient le pavé. Les caniveaux débordaient. Une lueur dans le ciel annonçait le jour. Mais elle rendait l'atmosphère encore plus triste, car elle assombrissait le peu que les réverbères laissaient voir. Ils marchèrent jusqu'à arriver à Holborn. Entre-temps, un vilain jour s'était levé. Sykes leva les yeux vers l'horloge de Saint-Andrews. « Sacrebleu, 7 heures !» s'écria-t-il. « Va falloir te grouiller plus. » Et il pressa le pas, traînant Oliver derrière lui, qui fut obligé de trottiner pour soutenir la cadence. Ils gardèrent cette allure rapide jusqu'à la route de Kensington. Là, Sykes attendit qu'une charrette les rattrape. Il demanda au conducteur s'il pouvait les emmener. « Montez, dit l'homme. » Ils dépassèrent Kensington
Hammersmith, Chiswick, Kew-Bridge, Brantford. Oliver se demandait où on l'emmenait. Enfin, ils arrivèrent à un carrefour. La charrette s'arrêta. Sikes descendit, non sans montrer la fameuse poche à Oliver, qui le suivit sans rien dire. Quand la charrette fut loin, Sikes s'engagea dans un chemin que bordaient des deux côtés de beaux jardins et élégantes maisons. Il ne ralentit pas l'allure avant d'atteindre une petite ville où Oliver vit écrit en grosses lettres « Hampton ». Ils entrèrent dans une auberge et se firent servir un dîner de viande froide près du feu. À la nuit noire, ils se remirent en route. Tout était sombre et désert. Des nappes de brouillard montaient d'une rivière voisine. Oliver, abruti de froid et de fatigue, se demanda avec une appréhension grandissante où et quand cet interminable voyage allait enfin se terminer. Enfin, ils aperçurent les lumières d'une petite ville. Oliver vit qu'il se trouvait près d'un pont et que, sur la berge, il y avait une bicoque délabrée. Sikes, sans lâcher la main d'Oliver, poussa la porte et entra. « Qui va là ?» demanda une grosse voix à l'intérieur. « La ferme, Toby. »« Ah, c'est toi, mon pote !» Le personnage qui les accueillit ainsi était vautré sur un canapé vermoulu, vêtu d'un habit marron à la mode, avec de gros boutons brillants, d'un gilet mauve, d'une cravate orange et d'un pantalon gris. Monsieur Craquick, car il s'agissait bien de lui, avait des cheveux de teinte rousse et très frisés, et les mains chargées de grosses bagues vulgaires. « Bill, mon brave ami, je me désespérais de te voir. »« Ça suffit comme ça, dit Sikes. Donne-moi plutôt quelque chose à boire. Ça me remettra du cœur au ventre. Et toi, ajouta-t-il à l'adresse d'Oliver, détends-toi un peu, les guiboles, parce qu'il faudra que t'ailles encore avec nous un peu plus tard. Mais te bile pas, c'est pas loin. » Oliver retira une vieille chaise près de la cheminée et s'assit. Il ne tarda pas à s'endormir. Il rêva qu'il parcourait dans le noir des rues à donner la chair de poule, ou qu'il arpentait des cimetières à l'abandon, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par Toby, qui déclara que c'était l'heure. « Manions-nous, dit Saxe. Amène-toi, Morpion. » Oliver remit machinalement sa main dans celle de Sikes. « Prends-le par l'autre main, Toby, dit Sikes. Il faisait désormais très sombre. Le brouillard était beaucoup plus dense qu'en début de soirée. Ils traversèrent le pont et se dirigèrent vers les lumières qu'Oliver avait aperçues un peu plus tôt, jusqu'à parvenir à une maison isolée dont le jardin était clos d'un mur. Sans même s'arrêter, Toby l'escalada en disant « Le garçon ensuite. Envoie-le, Bill. Je le récupère. » Sikes saisit Oliver sous les épaules avant qu'il eut le temps de regarder autour de lui. Il était de l'autre côté. Ce fut alors qu'il comprit que le vol, le crime peut-être, était le but de cette équipée nocturne. Une sueur froide couvrit son visage. Il tomba à genoux. « Pour l'amour de Dieu, ne faites pas de moi un voleur !» Saxe poussa un affreux juron et arma le pistolet. Mais Toby le lui prit, posa la main sur la bouche du garçon et le poussa vers la maison. « Pas de bruit, Bill, dit-il. Et toi, un mot de plus, et je t'éclate la tête, à coups de crosse. Ça ne fera pas de bruit, mais le résultat sera kiff-kiff. » Tout en jurant comme contre Fagin, qui n'avait pas été fichu de dresser Oliver proprement, Sikes introduisit un levier sous le volet d'une petite fenêtre située sur l'arrière de la maison, à 5 pieds de hauteur environ. Au bout d'un moment d'effort, le volet céda. L'ouverture était si étroite qu'on n'avait pas jugé utile de le munir de barreaux. Un enfant de la taille d'Oliver pouvait y passer. Néanmoins, un instant suffit à l'expérimenter. Bill Saxe pour faire ouvrir le battant. « Ici, maintenant, écoute-moi bien, dit Sikes à voix basse. Je vais te faire passer par ce vasistas. Une fois dedans,
monte les marches qui sont en face, traverse le couloir et ouvre-nous la lourde côté rue. Joignant le geste à la parole, il fit passer Oliver par la fenêtre. « Vas-y, mais rappelle-toi, t'es à portée de pétard, alors gaffe !» Dans le peu de temps qu'il avait eu pour réfléchir, Oliver avait décidé qu'il y survivre ou non, de donner l'alarme. Animé de cette intention, il s'avançait à pas furtifs quand « Reviens !» s'écria Sikes. « Reviens !» Cette exclamation soudaine, suivie d'un cri perçant au milieu du silence de mort, effraya Oliver, au point qu'il s'immobilisa. Le cri se répéta, une lumière apparut en haut de l'escalier, la vision de deux hommes à demi vêtus et terrorisés. Une lueur, un grand bruit, une fumée, un craquement en lui, sans qu'il sache où. « Ils l'ont eu, » dit Sikes à Toby. « On se casse, et en vitesse !» Il y eut des cris, Oliver n'entendit rien, il avait perdu connaissance. « Madame, j'en ai un des voleurs !» cria un des deux hommes. Ils étaient descendus tous les deux, avec précaution, et constatant qu'Oliver ne bougeait pas, ils avaient retrouvé courage et voix. « C'est moi qui l'ai blessé, en lui tirant dessus, » ajouta l'homme. « Et moi j'ai éclairé, monsieur Gilles. »« Avec une lanterne, » cria l'autre. Gilles dit une voix douce de femme, en haut de l'escalier. « Oui, mamselle, n'ayez aucune crainte, je n'ai pas de mal. » Il n'a pas opposé une résistance farouche. « Chut! Vous effrayez ma tante, plus que les voleurs. Est-ce que la pauvre créature est dangereusement blessée ?»« Blessée sans espoir, » dit Gilles, avec une satisfaction bien visible. « Attendez que j'aille parler à ma tante. » Avec une démarche aussi douce et gracieuse que l'était sa voix, elle s'éloigna. Elle revint un peu plus tard, demander qu'on porte le blessé dans un lit et qu'on aille à Chertsey chercher un docteur, Losberne. « Ne voulez-vous pas venir le voir, mademoiselle ?» demanda Gilles. « Sûrement pas, le malheureux homme. »« Je vous en prie, Gilles, traitez-le avec bonté, par amitié pour moi. » Le vieux domestique lui lança un regard aussi affectueux que si elle avait été sa fille. Puis, il porta Oliver dans sa chambre et le mit au lit. 1 heure après, le docteur arriva, portant sa longue trousse plate. Il resta longtemps à l'étage. Le cordon de la sonnette de la chambre fut tiré plusieurs fois, et les domestiques montèrent et descendirent l'escalier à de nombreuses reprises. Enfin, il redescendit au salon, où l'attendait la jeune fille, que le lecteur avait déjà rencontrée à une dame d'âge avancé, mais aussi droite que le dossier de sa chaise, que son dos n'effleurait même pas. « C'est vraiment extraordinaire, » commença le docteur en refermant la porte derrière lui. « Il n'est pas en danger, j'espère, » dit la jeune fille. Elle avait à peine passé ses 17 ans, et ses traits, son visage, ses yeux bleus reflétaient tant d'innocence, d'intelligence et de pureté qu'on eût cru un ange descendu du ciel sur la terre. « Je ne le crois pas, mais Madame Mary, avez-vous vu ce voleur ?»« Non, » répondit la vieille dame. « Ni entendu parler de lui ?»« Non plus. » La vérité, c'est que Gilles n'avait pas pu se résoudre à confesser qu'il avait fait feu sur un petit garçon. Les compliments que lui avait valu sa bravoure l'avaient incité à prolonger son éphémère réputation de courage en remettant à plus tard les explications. « Auriez-vous des objections à le voir, Madame Rose ?»« Certainement pas, s'il y a nécessité. »« Je crois en effet que c'est nécessaire. » Le docteur prit les dames par le bras et les conduisit à l'étage supérieur. Ils entrèrent dans la chambre. Il tira doucement le rideau du lit où dormait Oliver et demanda « Alors, qu'en dites-vous » Au lieu du sombre gredin, au visage noirci par le crime qu'elle s'attendait à voir, ce fut un simple enfant, aux traits tirés par la douleur et l'épuisement qu'elle découvrirent. Il dormait son bras blessé et mit en attelle, reposant sur sa poitrine, ses longs cheveux blonds répandus sur l'oreiller.
lui couvrant à demi le visage. « Cet enfant ne peut pas être le complice des voleurs, dit la dame. « Hélas, répondit le docteur, le vice s'installe partout. Qui sait s'il ne se cache pas sous ces dehors innocents? Mais il est si jeune, s'écria Rose. Ma jeune amie, ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il est innocent. Sur quoi, comme la conversation risquait d'incommoder son patient, le docteur ramena les dames au salon. En admettant qu'il se soit engagé sur la mauvaise voie, reprit Rose. Songez, comme il est jeune. Peut-être n'a-t-il jamais connu l'affection d'une mère, ni la douceur d'un foyer. Les mauvais traitements ou le manque de pain ont pu l'emmener à s'associer à des hommes qui l'ont contraint à devenir criminel. Ayez pitié de lui, ma chère tante. La prison serait le tombeau de tous ses espoirs de redressement. Grâce à votre affection, je n'ai jamais souffert de n'avoir pas de parents. Mais songez que j'aurais pu être aussi seule et aussi désespérée que ce malheureux garçon. « Cher enfant, dit la vieille dame en attirant la jeune fille contre son cœur, penses-tu que je veuille toucher un seul cheveu de sa tête? Voici ce que je suggère, dit le docteur, qui avait la réputation d'être un excellent homme. Dans un moment, il sera réveillé. Nous lui poserons des questions. À ses réponses, nous jugerons s'il est mauvais. Si tel est le cas, ce qui est possible, nous l'abandonnerons à son destin. » On décida de suivre cet avis. Le soir tombait quand le docteur, qui était remonté au chevet du blessé, annonça qu'on pouvait lui parler. L'entretien dura. Oliver raconta tout sa simple histoire. Sa faiblesse l'obligea à s'interrompre souvent. Ce fut une chose étrangement solennelle de l'entendre énumérer dans la chambre qu'envahissait l'ombre tous les maux et toutes les avanies qu'il avait dû subir par la faute de ses semblables. Quand il acheva, le docteur et les deux dames avaient les yeux pleins de larmes. Des mains compatissantes tapotèrent à son oreiller et arrangèrent son lit pour qu'il puisse se rendormir en paix. Les souffrances d'Oliver furent longues et cruelles. Outre la douleur que lui causait son bras cassé, le froid et la peur lui avaient donné une fièvre qui le tint au lit plusieurs semaines durant. Mais les bons soins de mademoiselle Mélie, de Rose et du docteur Losberne firent tant et si bien qu'il se rétablit peu à peu, et qu'il finit par être assez fort pour exprimer sa gratitude à ses bienfaitrices. Ses propos mêlés de larmes de reconnaissance leur firent comprendre qu'il ne s'était pas trompé en estimant que ses dispositions étaient excellentes. Un matin cependant, madame Mélie vit qu'Oliver semblait triste. « Que t'arrive-t-il, mon enfant » demanda-t-elle. « Tu n'es pas content ?»« Je suis plus heureux que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit Oliver. « Seulement, je me rends coupable d'ingratitude. »« D'ingratitude » demanda madame Mélie. « Oui, envers le monsieur et la vieille dame qui m'ont recueilli. Je sais qu'ils seraient très heureux de savoir combien je le suis moi aussi. »« J'en suis sûre, dit madame Mélie. Nous allons demander au docteur Losberne de te conduire chez eux. » Le visage d'Oliver s'illumina de plaisir. Quelques jours plus tard, Oliver et le docteur montèrent dans une petite voiture qui appartenait à madame Mélie et se mirent en route pour Londres. Quand la voiture s'arrêta devant la maison de M. Bronslow, le cœur d'Oliver battait si fort qu'il pouvait à peine garder son souffle. Hélas, la maison était vide et il y avait un écriteau sur la fenêtre, à louer. Le docteur frappa à la maison d'à côté et demanda si on savait ce qu'était devenu M. Bronslow, qui habitait la maison voisine. « Il a tout vendu et il est parti pour les Antilles, » fut la réponse. Oliver pensa tomber à la renverse sous l'effet de la déception. La vieille gouvernante est-elle du voyage? Oui, la gouvernante et un autre vieux monsieur, qui est un ami de lui. Tous sont partis ensemble. Cette désillusion chagrina Oliver, car il s'était plu à imaginer pendant sa convalescence ce qu'il raconterait à M. Bronslow et à Madame Bedwin, et le plaisir qu'il aurait
à se disculper à leurs yeux. L'idée qu'ils étaient partis si loin en emportant de lui l'opinion qu'il était un menteur et un imposteur lui était intolérable. Malgré cette contrariété, les mois qui suivirent furent heureux. Les journées se passaient sans qu'aucune pensée triste ne vienne en troubler le cours. La nuit n'apportait avec elle ni crainte ni souci. Le matin, Oliver se rendait chez un maître aux cheveux blancs, qui lui apprenait à mieux lire et écrire. Il lui parlait avec tant de douceur qu'Oliver n'arrivait jamais à en faire autant qu'il aurait voulu pour le satisfaire. Puis, il se promenait avec Rose et Madame Mélie et les écoutait parler. Quand le soir retombait, il regagnait la maison, où la jeune fille accompagnait au piano une chanson qu'elle chantait d'une voix douce. Après quoi, Oliver préparait la journée du lendemain dans sa chambre. Il mettait tant d'ardeur à travailler qu'il arrivait souvent que la nuit le surprenne, avec un livre ou un cahier encore ouvert.